Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes heureux, Louis Morès, qui est l'attaché en charge de la gestion des activités du Collège Belgique, Louis Morès et moi, nous sommes heureux de vous souhaiter ce soir la bienvenue. La bienvenue pour ce cours conférence du Collège Belgique qui est organisé conjointement par l'Académie royale de Belgique et par le Grand Liège. Nous sommes à Liège, dans les magnifiques installations du Bocols, au cœur même de la cité. Nous y sommes pour vous présenter cet exposé qui vous est transmis, bien sûr, en visioconférence et dont l'auteur est Frédéric Sanen. Pour mieux cerner la personnalité de notre orateur, je vous dirai d'abord, c'est un peu de chauvinisme, j'en conviens, qu'il est liégeois. Il est né à Liège. Il est licencié agrégé en philologie romane de l'Université de Liège. Il vit à Liège. Il est chargé d'enseignement et maître de conférence à l'Institut supérieur des langues vivantes de l'Université de Liège. Et je dirais qu'un roman dont nous aurons l'occasion de reparler, dont le titre est L'enfance unique, bien se déroule bien à Liège, ou tout en moins dans les environs de Liège, puisque c'est à Grasselot. Personnalité bien liégeoise, mais aussi un critique littéraire et un écrivain renommé. Il a écrit de nombreux romans, de nombreux essais, des poésies, des préfaces, il serait vraiment trop long de citer ici. Mais je m'en voudrais de ne pas reciter à nouveau L'enfance unique, ce livre, ce roman tout récent qui a reçu le prix Georges Garnier de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, livre que je me puis bien entendu que vous encourager à découvrir. Frédéric Sanen a choisi de nous entretenir du rapport que les écrivains entretiennent avec les armes. Sujet peu traité, mal connu, et qui en rend précisément l'étude et son rendu tout à fait intéressant et parfaitement en rapport avec les objectifs du Collège Belgique, à savoir traiter de façon inédite et accessible tout sujet particulier, mais le faire avec toute la science et l'expérience de l'orateur. Nous sommes donc heureux aujourd'hui, et moi particulièrement, d'accueillir Frédéric Sanen qui va nous parler de La Blanche à l'absolu, l'écrivain et l'arme au XIXe et au XXe siècle. Bonne soirée à tous. Bien, oui, en effet, je vous remercie. Je remercie le Collège Belgique et le Bocols de m'accueillir ainsi pour traiter en effet d'un sujet assez particulier, dont le choix n'a pas été dicté parce qu'il remonte à assez longtemps par les événements les plus récents et les plus tragiques que nous connaissons, ni non plus, croyez-le bien, par la date du 8 mars, qui est particulièrement symbolique, mais pour un tout autre plan. Voilà, je partage avec vous cet exposé, comme M. Forel l'a dit, sur un sujet qui est assez peu traité et dont j'espère qu'il va peut-être éveiller votre intérêt sur une question assez délicate, sans doute. Dans nos sociétés de tension et en ces temps de retour du spectre de la guerre dans le cadre européen et occidental, le sujet des armes reste une question éminemment sensible puisqu'elle est automatiquement associée au grand tabou. La mort qu'elle peut donner, le corps qu'elle atteint, plus ou moins gravement, voire fatalement, la violence que l'arme permet d'exercer dans le détail ou en masse. Puis les armes soulèvent leur lot de questions complexes. Qui les fabrique? Est-ce que c'est un secteur du marché qui peut contribuer comme n'importe quel autre à la prospérité d'une région disposant d'une manufacture? À qui les vend-on? Contre qui s'en sert-on? Qui parvient à s'en procurer en dehors des réseaux officiels et légaux? Doivent-elles être l'objet d'un monopole réservé à des corps bien définis par l'État, censés garantir la sécurité de l'État, ou alors rendus d'accès public? Et in fine, peut-on bien se servir d'une arme? De dissuasive à défensive, la frontière est ténue, est elle-même pertinente? La question a été récemment posée. À cela s'ajoute la fascination suscitée par leur dimension esthétique qui s'interpose parfois entre le regard qu'on leur porte et leur vocation ultime, c'est-à-dire
menacé, blessé, tué. Une arme peut-elle être belle? À partir du moment où elle entre dans un musée, la voilà d'abord historicisée, puisqu'elle s'insère dans le grand chosier de l'épopée humaine. Elle témoigne d'époques, de pratiques, d'événements précis. Elle est de surcroît susceptible d'y être admirée sous tous ses angles, mise à distance du regard derrière une vitre de protection comme n'importe quel autre tableau, statue, vase art déco, masque tribal ou élément de mobilier. L'objet acquiert enfin une valeur sur le marché, non plus seulement des armes, mais aussi de l'art. Là, je vais, excusez-moi, je suis sur mon... Ah, voilà. Donc, oui, je voulais évidemment commencer par cette vue de quelques armes dans le musée, notamment du Grand Cursus à Liège, en tant que représentante de ces armes qui sont muséifiées. Mais l'arme devient donc un objet de marché, en particulier quand elle la tête d'un événement à l'intersection du fait divers et de l'histoire majuscule. En 2016, le revolver avec lequel se suicida Van Gogh était vendu 162 000 €, rouille comprise. Fin novembre de la même année, l'arme avec laquelle Paul Verlaine blessait Arthur Rimbaud au poignet en juillet 1873 et qu'il avait acquise quelques heures plus tôt, ce fameux revolver Le Faucheux calibre 7 mm, est rentré dans les annales des ventes de la maison Christie's en atteignant la respectable somme de 435 000 €. Le bon, le bien, le beau, l'arme est un objet qui contient en soi toutes les ambiguïtés générées par ces questionnements fondamentaux. Au-delà se pose même la question de la définition d'une arme. Littré la résume à un instrument d'attaque ou de défense avant d'énumérer ses avatars. Arme offensive, défensive, définit-il déjà? Arme de trait, de jet, arme à feu, arme blanche, épée, sabre, baïonnette. Dans un duel, il évoque l'expression le choix des armes. Le trésor de la langue française, autre somme en matière de vocabulaire, l'intègre dans une panoplie et dans le cadre d'un conflit. La définition, élément d'équipement ou équipement complet servant à mettre un adversaire hors de combat ou à s'en protéger. La notice Wikipédia, qui est finalement la plus populaire et la plus accessible à tous directement, est particulièrement développée et finalement c'est peut-être la plus fonctionnaliste, puisque l'arme est définie comme un outil physique ou numérique, une intégration des nouvelles technologies sans doute, ou un dispositif autonome, un piège, une mine, ou un organisme, une arme biologique, destinée dans sa conception, dans son utilisation, à neutraliser, à blesser, ou à tuer un être vivant, ou à causer une destruction matérielle. Et puis la notice définit 4 usages principaux des armes, la chasse, la défense, l'attaque, ou les activités sportives et de loisirs qui sont corollaires. Voici donc l'arme posée dans le réel, cernée de catégories, de critères définitoires, mais si nous la déplaçons dans la littérature, devient-elle pour la cause plus signifiante? Ou bien la fiction approfondit-elle sa portée, son ambivalence et son mystère? Le romancier et dramaturge russe Anton Tchekhov a habilement suggéré la spécificité de l'arme comme motif apparaissant dans le récit ou sur la scène du théâtre, à travers cette théorie très simple dite du fusil de Tchekhov, rebaptisée aussi loi de conservation des détails. Le 1er novembre 1889, Tchekhov explique dans une lettre à l'un de ses correspondants un principe fondamental en narration. Il dit « Il ne faut jamais placer un fusil chargé sur scène s'il ne va pas être utilisé. C'est mal de faire des promesses que l'on n'a pas l'intention de tenir. » Le propos semble avoir été par la suite reformulé par quelques glossateurs de Tchekhov en des termes devenus plus canoniques. Si, dans le premier acte, vous avez accroché un fusil sur le mur, alors dans le suivant, il devrait être utilisé, autrement, n'en mettez pas là. La littérature et l'imaginaire se sont empressés évidemment de subvertir cette règle. En roman, en fiction, n'importe quel objet est une arme en puissance et c'est plutôt l'intentionnalité avec laquelle il est utilisé qui le définit comme tel. 2 exemples fameux en littérature. Le premier, dans la nouvelle Lamb to the Slaughter de Roald Dahl, le gigot surgelé avec lequel une femme tue son mari et qui sera finalement cuisiné par la criminelle pour être finalement servi, finement cuisiné et rôti, aux policiers venus enquêter qui s'en régalent. L'arme du crime disparaît dans les estomacs de ceux qui la recherchent.
Plus perfide encore, le pseudo-traité d'Aristote sur le rire dans Le nom de la rose d'Umberto Eco, et dont le coin de page empoisonné par le bibliothécaire intoxique à leur insu tous les curieux qui s'aventirent à braver l'interdit de le lire. C'est là toute la nuance finalement entre armes par nature, les objets qui sont créés pour être utilisés comme des armes sans fonction autre, et armes par destination, l'objet détourné de sa fonction première et utilisé comme arme. En France, un article de loi, le 132-75 en France, définit les armes par destination comme tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer, blesser ou menacer. Un bel exemple de statut intermédiaire est offert par un accessoire a priori vestimentaire, la canne, attribut dandy et élégant par excellence qui peut, en un tournement, se muer en arme défensive ou offensive, et pas seulement quand elle est dite à système, c'est-à-dire contenant une pointe effilée ou une lame. La canne devint ainsi un objet de scandale quand il se raconta que Robert de Montesquieu avait usé de la sienne lors de l'incendie du bazar de la Charité, le 4 mai 1897, afin de mieux se frayer un chemin parmi la foule en panique qui fouillait le bâtiment en flammes. La rumeur est lancée par un écrivain, Jean Lorrain, dont nous reparlerons, qui qualifie l'objet de Montesquieu de massue pour femme vivante et pincette pour femme morte. Toute vérification faite, le comte de Montesquieu n'aurait pas été présent sur les lieux, mais une telle rumeur prouve l'impact mental qu'un objet tel que la canne, associé à son propriétaire, peut avoir sur les esprits. De surcroît, Montesquieu était collectionneur de cannes. Dans les rangs de l'Action française, mouvement politique royaliste, les fameuses cannes plombées utilisées par les camelots du roi, militants au cadre du mouvement. Vous pouvez reconnaître au milieu ventripotent Léon Daudet, à sa droite, à notre gauche, Charles Maurras, ou bien les militants de base du mouvement sont utilisés, les cannes plombées sont utilisées ou exhibées lors de manifestations et servent lors de maintes rixes. Rappelons aussi que la canne est en usage dans un sport de combat qui est hérité de la pratique ancestrale du bâton et qui sera codifié au XIXe siècle, tout comme l'escrime. Un coussin, un fil de nylon, un stylo effilé, un pic à glace, un buste de Napoléon, tout peut servir d'arme, comme dans cette scène de La Grande Menace où le médium est assassiné par le buste, à coup de buste de Napoléon. Tout peut servir d'arme, absolument tout. That's it. That's your power. You have guns. Could you be a little more creative than that? I'll kill you with my teacup. Le stylo, évidemment, comme arme, on va en reparler. Et celle-ci, la plus stupéfiante, les nunchaku hamsters, sont quand même une très grande invention. Redevenons sérieux. Lorsqu'elle fait irruption dans le quotidien, l'arme effraie. Dans les médias, elle interpelle et choque. Fin octobre 2021, le polémiste Éric Zemmour visite à Paris le Millipol, salon dédié à la sécurité intérieure des États, et il a ce geste étonnant qui provoque un mini-buzz sur les réseaux sociaux. Dans un stand, il s'empare d'un fusil du raid et le pointe vers les journalistes. Il ne s'est pas encore déclaré candidat à l'époque, mais son geste survient juste après que son guide lui a soufflé « Quand vous serez président, ce seront ces fusils-là qui vous protégeront ». Rigolard, le polémiste, ajoute quand même au micro d'un intervieweur lui demandant si c'est ainsi qu'il compte présenter sa candidature « Vachement, oui ». 4 ans après les attentats de Charlie Hebdo et alors que le procès des attentats de Paris est encore en cours, la séquence constitue une image de rupture.
La ministre à la citoyenneté, Marlène Schiappa, s'en indigne. Le futur candidat pointe déjà tout en s'affirmant prêt à découdre avec ses anciens confrères en journalisme et il jubile. Ça rigole plus là, dit-il. Éric Zemmour, qu'on lui prête ou non du talent et des qualités d'écriture, s'inscrit avec ses essais au bilan catastrophiste dans la longue lignée de la polémique française qui s'origine dans les débats des Lumières avec Voltaire, puis passe par les pamphlétaires du XIXe siècle. Ce qui inspire des rapprochements tels que celui dû à l'essayiste Gérard Noiriel, qui renvoyait dos à dos l'auteur du Suicide français avec celui de la France juive, Édouard Drummond. Pas question de refaire ce soir, évidemment, une histoire de la polémique en France, mais il semble bon de signaler que dans ce pays, c'est dans la première moitié du XIXe siècle qu'à côté de la figure de l'écrivain moderne, émerge celle du pamphlétaire, usant de l'écriture pour combattre frontalement l'injustice, le pouvoir. Un géant tel que Victor Hugo saura illustrer aussi bien dans le roman à vocation humaniste avec Les Misérables que dans le genre du pamphlet, avec son terrible Napoléon le Petit. D'autres porte-plumes ne seront que des écrivains de combat au service d'une cause quand ce n'est d'une idée fixe. Sur des placards publicitaires annonçant la publication de sa somme antisémite La France juive en 1886, Édouard Drummond est figuré en croisée, masse d'armes au poing, glaive au fourreau, bouclier au bras. C'est peut-être alors, dans la France du XIXe siècle, la première représentation, allégorique certes, d'un homme de lettres en armes. Rien d'étonnant à ce que la panoplie offensive comme défensive soit endossée par un pamphlétaire, ce croisé solitaire. Avant de faire l'objet de régulations légales, entérinées dans des codes de loi, l'arme a longtemps été l'apanage coutumier d'une classe sociale, voire d'une caste, les bellatores, bien distinctes des oratores et des laboratores. Les bellatores étant les combattants, les oratores ceux qui prient, les laboratores ceux qui travaillent. L'image donc d'un clerc, C-L-E-R-C, armé, semble difficile à concevoir, à moins bien sûr de considérer la littérature, les mots, la poésie, la liberté d'expression, puis les objets qui permettent de les exprimer, l'encre, la plume, le papier, le style, mot dérivé, je le rappelle, de l'objet stylet que l'on voit ici, tout ça comme autant d'armes métaphoriques. Tous ces moyens deviennent par transfert les armes et les munitions de ces désarmés et de ces non-violents que sont censés demeurer les intellectuels. En outre, l'arme suppose une manipulation. Elle est donc l'affaire des manuels, pas des cérébraux. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle à main, s'exclamait Arthur Rimbaud dans une saison en enfer. Nous savons pour quelles activités il troqua sa main à plume de poète. Nous y reviendrons. Mon propos n'est pas de recenser les scènes littéraires ou de personnages de fiction qui ont recours à une arme, même si là déjà il y aurait matière à une anthologie très, très riche. Les références sont pléthores, l'arme étant un motif littéraire souvent incontournable à la dramaturgie du récit. Elle peut être d'un usage occasionnel ou l'attribut métonymique d'un personnage. De la hache de Raskolnikov au pistolet laser dans la SF, en passant par la Winchester des cowboys ou le Walter PPK de James Bond, toutes ces armes sont devenues des ressorts indispensables à la narration, des motifs fictionnels indissociables d'un personnage. J'aimerais déplacer la focale, le viseur, vers les écrivains eux-mêmes en posant la question de leur rapport biographique avec les arts. À travers cette réflexion, j'aimerais pénétrer dans un domaine très peu abordé par la recherche, peut-être parce qu'il suscite un malaise, peut-être aussi parce qu'on ne sait pas au juste comment le cerner. Mon premier réflexe d'homme de mon siècle a été de taper sur des moteurs de recherche, armes dans la littérature, les écrivains et les armes, thème de l'arme en littérature. La maigreur des résultats obtenus m'incita à creuser. Il est en sociologie de la littérature un champ disciplinaire très fécond qui s'intéresse à ce que l'on qualifie l'éthos des écrivains. Il s'agit en fait de déterminer comment un écrivain construit son image en dehors de ses publications, à travers par exemple ses interventions dans les médias, mais aussi sa façon de poser devant l'objectif des caméras ou des photographes, d'apparaître en public. Je ne m'appuierai donc pas uniquement sur des textes, mais sur des documents photographiques ou filmés afin de dégager quel réseau référentiel se tisse entre d'une part l'œuvre, l'esthétique générale d'un écrivain et la vie des auteurs. Le dialogue avec l'arme qu'entretiennent certains écrivains est-il une simple posture, adoptée par provocation, qui les distingue, voire les dégage brutalement de la sphère intellectuelle, ou est-il un prolongement logique, naturel de leur processus créatif?
Pardon. En France, évidemment, un type d'arme a longtemps monopolisé le devant de la scène comme motif littéraire, c'est la lame. Et on la rencontre dans tous les romans de cap et d'épée, dits de cap et d'épée, dont le premier du genre, Saint-Marc de Vigny, en 1826, mais également des romans qui appartiennent à ce genre, Le Capitaine Fracasse, des films, Fanfare la Tulipe, et le principal titre du genre, on va dire, Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, bien sûr, les figures des Trois Mousquetaires. À partir de 1830, à partir des années 1830, une activité à l'épée passe, on va dire, à un niveau plus populaire et n'est plus réservée à l'aristocratie. Il s'agit du duel, qui se décloisonne socialement et qui n'est plus uniquement pratiqué par des militaires, des politiques. On rencontrera par exemple Jaurès, Léon Blum, le général Boulanger, Clemenceau, qui détient, paraît-il, le record avec 12 duels à son actif. Des journalistes pratiquent le duel, Armand Carrel, qui perd la vie le 21 juillet 1836. Des écrivains, des polémistes, Léon Daudet, Charles Maurras, on les a déjà cités, qui croisent le fer ou le pistolet pour laver une offense ou pour se défendre d'en avoir commis une. Strictement codifié, voire à ce sujet, je passe ici les petites vidéos que j'avais trouvées, mais que vous pouvez trouver sur YouTube, où on voit énormément de scènes de duels filmées à l'époque. Strictement codifié, voire à ce sujet l'ouvrage du comte de Château-Villars, l'essai sur le duel, paru en 1836, le duel n'en devient pas moins un événement à dimension spectaculaire quand il est relayé dans la grande presse ou bien qu'il accueille des spectateurs pour venir y assister. Il se trouvera des écrivains pour dénoncer cette pratique qui leur apparaît d'un autre âge. Ainsi, Maupassant signait sous le pseudonyme de Maufrigneuse en une du Gil Blas du 8 décembre 1881 un réquisitoire où il s'indignait. Et vraiment, on ne sait quand prendra fin cette grotesque habitude d'aller se faire des piqûres à la main dans les environs de Paris, avec des baguettes d'acier pointues qu'on agite éperdument au bout du bras, tandis que la face pâle, les yeux agrandis, les lèvres pincées, on fait involontairement à son adversaire d'épouvantables grimaces. Sur le terrain littéraire, le duel le plus fameux est celui qui opposa Marcel Proust à Jean Lorrain le 6 février 1897. 3 jours auparavant, Jean Lorrain, dont j'ai déjà tout à l'heure parlé avec Robert de Montesquieu. 3 jours auparavant, le 6 février 1897, dans les pages du journal, Lorrain avait en effet descendu en flammes Les plaisirs et les jours, le premier livre d'un jeune auteur de 25 ans qui ne comptait pas s'en laisser dire. Plus grave, au détour d'une allusion très perfide, Lorrain suggérait une relation plus qu'amicale entre Proust et Lucien Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, un des fils d'Alphonse Daudet. Par bonheur, les 2 balles tirées de part et d'autre au petit matin dans le bois de Meudon n'atteindront pas leur cible. Au-delà de la France, le duel devient une scène récurrente dans la littérature européenne du XIXe siècle, à l'épée ou à l'arme à feu. Elle est en outre vécue par les écrivains qui réglaient de la sorte leurs différends littéraires, politiques, amoureux, personnels. La fusion des 2 dimensions, réelle et fictionnelle, s'opère dans la littérature russe avec le personnage d'Eugène Onéguine, qui tue son rival amoureux Lenski au pistolet et dont le créateur, Pouchkine, mourra dans des circonstances similaires au terme d'un duel motivé par des raisons familiales. En France, le dernier duel à l'épée eut lieu le 21 avril 1967 entre le maire de Marseille, Gaston Defferre, et le gaulliste René Ribière. Mais il y a bien longtemps que le règne du sabre, partant l'extinction progressive du genre littéraire qu'il a consacré, est entré en déclin, avec un événement historique qui m'apparaît comme un marqueur symbolique. La diffusion de l'image de la dégradation du capitaine Alfred Dreyfus, qui a lieu le 5 janvier 1895 dans la cour de l'école militaire de Paris. Bien sûr, l'événement marqua l'acmé de ce que Pierre Birnbaum appelle le moment antisémite en France. Mais le point culminant de cette dégradation, soit le bris de son sabre sur le genou de l'officier, représenté pléthoriquement dans la presse de l'époque, résume aussi l'évolution d'un regard sur l'institution militaire, désormais entachée par l'idée que la plus haute trahison y est possible. Or,
La lame a toujours véhiculé à la fois l'idée de courage physique, car il faut en user au corps à corps, et de tradition, puisqu'elle est séculairement antérieure à l'arme à feu. Elle est associée, sous forme de sabre ou de poignard, à la silhouette de l'officier britannique Lawrence d'Arabie, l'auteur du mythique Les 7 piliers de la sagesse, quand il délaisse l'uniforme de Sa Majesté pour une tenue plus appropriée au désert. Mais tant que nous en sommes à évoquer les armes sacrées et liées à l'honneur, il faut s'éloigner de Paris et de ses environs boisés pour rejoindre celui qui incarna le plus puissamment l'esthétique et l'éthique du samouraï. Je veux bien entendu parler de l'écrivain japonais Yukio Mishima. Mishima s'inscrivait dans le respect d'une tradition qui appliquait à la fois une discipline inflexible et un culte du corps. Longtemps attiré, voire séduit par la culture occidentale, l'auteur de Confession d'un masque incarne une tension dilemmatique entre deux modèles de civilisation, bien compréhensible chez un écrivain d'une génération qui avait 16 ans lors de l'attaque de Pearl Harbor et tout juste 20 ans lors des explosions atomiques de Nagasaki et Hiroshima. La résolution de ce conflit intérieur passe par l'adoption d'un modèle de vie dont l'écrivain assume l'anachronisme et qui évacue le nihilisme qui lui est contemporain en renouant avec des fondements ancestraux. En 1960, dans le film Rite d'amour et de mort, dont il signait le scénario, Mishima avait mis en scène, avec une précision à la fois poétique et chirurgicale, le seppuku rituel qui s'infligerait 10 ans plus tard, le 25 novembre 1970, au 2e étage de l'école militaire du quartier général de la Défense, suite à une spectaculaire prise d'otage et un dernier discours prononcé depuis le toit du bâtiment. Mishima avait alors définitivement choisi la voie du sabre, en redécouvrant le hagakure du maître Yosho Yamamoto, samouraï devenu prêtre. Ce traité du XVIIe siècle, à la base de l'essai que Mishima consacre au Japon moderne et à l'éthique du samouraï, est un code de conduite global, mais son axe principal demeure le sacrifice. Si l'on veut devenir un parfait samouraï, il est nécessaire de se préparer à la mort matin et soir et jour après jour. Le samouraï qui est constamment préparé à la mort, celui-là a maîtrisé la voie du samouraï et saura sans jamais faillir vouer sa vie au service de son seigneur. C'est dans Le Soleil et l'acier, écrit en 1968, que Mishima exprimera pleinement sa conception anti-intellectualiste de l'existence. Ce petit livre est moins un essai qu'une confession testamentaire et intime où l'écrivain tente d'approcher au plus près son rapport au corps, construit selon la stricte observance d'exercices physiques qui transmuent le muscle en acier et permettent à l'esprit de dépasser la limite de la chair. Dans les dernières pages de ce texte, intitulé Épilogue F104, Mishima décrit une expérience extrême qu'il impose à son corps et son esprit pour rejoindre les hauteurs les plus absolues, celle de s'envoler dans un chasseur, modèle Lockheed F-104, un appareil légendaire de construction américaine surnommé le Starfighter, et dans l'habitacle duquel, à 13 000 mètres d'altitude, Mishima affirme avoir résolu les dualités paradigmatiques de son existence pour atteindre au sentiment d'unité. L'homme au sabre s'inclut cette fois dans l'arme motorisée, le supersonique, avec lequel il fait un. Face au processus fusionnel avec la machine exprimé par Mishima dans ces pages, on mesure la distance qui le sépare des premiers écrivains qui furent confrontés aux bouleversements techniques de la Première Guerre mondiale. Il est coutume de dire que le premier conflit moderne fut la guerre de sécession et force est d'admettre ce constat quand on y considère le recours à des armements tels que le fusil à canon rayé, les premières mitrailleuses réellement efficaces, les mines souterraines, l'utilisation de moyens de locomotion comme le chemin de fer, les trains blindés, les premiers sous-marins, les techniques défensives comme la tranchée ou encore des techniques comme les communications par télégraphe, le ballon d'observation, la photographie, etc. Mais la guerre de sécession reste concentrée sur un même continent et oppose deux visions de ce qui deviendra les États-Unis. L'expérience vécue par les soldats de la Grande Guerre est jusque-là inédite. L'armement mobilisé fait intervenir une part machinique considérable avec des engins, chars, bombes, avions, gaz, mitrailleuses, contre lesquels l'homme est impuissant, puisque la plupart invisibilisent l'ennemi ou le tiennent hors de sa portée, très loin. Une guerre à dimension titanesque qui ne leur laisse plus aucune chance en tant qu'individus, qui fait fi ou nie leur humanité singulière pour les broyer en masse.
Sur les portraits qui nous sont parvenus des écrivains soldats ou des poètes armés de 14-18, on rencontre très peu d'armes à feu. Même en contexte de guerre ou en uniforme, les écrivains français s'exposent très rarement avec un fusil. Cela s'explique facilement. De retour à la vie civile, là où ils peuvent avoir le loisir de se faire tirer le portrait, ils n'emportent pas leur arme, du moins à feu. Louis Détouche, Louis-Ferdinand Céline, au milieu, casqué, s'appuie avantageusement sur son sabre de cuirassé. Le centurion Ernest Sicari, à droite, passe à la postérité en affichant ses seules décorations. Le lieutenant Charles Péguy se tient debout aux côtés de ses supérieurs, eux assis nonchalamment. Mais les écrivains, portraiturés en permission ou en repos, relèguent aussi leurs armes en dehors du cadre. Henri Barbus, à droite, se laisse immortaliser avec un camarade couché à ses pieds. À gauche, Léon Werth, certes chez un photographe professionnel, pose à côté d'un risible cheval de bois. A fortiori, les blessés sont désarmés. Le portrait à la tête pensée d'Apollinaire à droite est connu, peut-être moins celui de Blaise Cendrars qui prend soin de dissimuler sous l'étoffe de sa cape son bras droit récemment coupé. Il y a évidemment des contre-exemples, tels Maurice Genevoix, que l'on voit ici à gauche en pied, muni de son barda, ou encore le superbe profil de Roland d'Orgelès, pris sur le vif de l'inquiétude et du harassement dans les tranchées, s'appuyant sur son fusil. En France, il faut en tout cas s'arrêter sur le cas de l'officier Émile Drian, qui mourut au front durant la guerre de 14-18, car le colonel Drian, qui passera à la postérité sous un grade inférieur et le pseudonyme anagrammatique de capitaine d'Henri, a développé un imaginaire fantasmatique de l'armement dans des épopées démesurées et catastrophistes, où il met en scène des conflits nationaux ou planétaires, au point d'être considéré comme le Jules Verne de l'armée. Son œuvre surgit à un moment charnière où l'imaginaire scientifique s'associe définitivement à celui de la fiction pour donner naissance à la science-fiction. Si Émilien Cyprien Drian, né en 1855, a bel et bien été tué d'une balle reçue à la tempe le 22 février 1916, au début de la bataille de Verdun, son pseudonyme survit quant à lui obscurément à travers une trentaine d'albums et de littérature populaire pour la jeunesse. C'est qu'il en coûterait à un éditeur de reproposer ses ouvrages, non seulement pour leur coût d'impression, d'Henri était très prolifique, mais aussi pour l'accueil forcément suspicieux que ne manquerait pas de susciter l'initiative de remettre au jour un soutien fidèle au général Boulanger et qui prêtait volontiers au choc civilisationnel une explication d'ordre racial. Ces récits au titre laconique et dénué d'ambiguïté, l'invasion noire, l'invasion jaune, mettent en effet une Europe en scène, submergée tantôt par les Mahométans, esclavagistes, tantôt par des hordes d'Asiatiques qui feraient forcément mauvais genre aujourd'hui. L'intérêt de d'Henri pour mon propos est d'offrir la redécouverte d'un imaginaire à la Jules Verne, l'auteur de Michel Strogoff appréciait d'ailleurs beaucoup d'Henri, appliqué de manière originale au domaine militaire et géostratégique. Un talent évident pour la narration uchronique, voir à ce propos son texte « Une évasion d'empereur » qui décrit la fuite de Napoléon de Sainte-Hélène en sous-marin. Enfin, un esprit qui, à côté de ses délires à propos de l'apocalypse à venir, s'avéra étonnamment visionnaire en anticipant des configurations historiques, des innovations machiniques ou des événements précis qui allaient venir. Des actes de sabotage qui seront le fait de résistants durant la Seconde Guerre mondiale, des scènes de combat de la guerre civile espagnole en 1936, l'enlèvement d'un chef tel que le réalisa Scorzeni pour Mussolini, l'attaque aérienne dans l'ampleur de celle de Pearl Harbor, des utilisations d'armes bactériologiques, etc. En 14-18, du côté allemand, l'auteur des Orages d'acier Ernst Junger, plusieurs fois grièvement blessé au front, sera l'un des premiers écrivains à poser le constat de l'avènement d'une nouvelle ère dans les rapports de la guerre à la guerre notre mère, comme il le disait, selon sa terrible formule. Jusqu'en 1918, il pose davantage en chevalier, portant sa croix de fer, sa Ritterkreuz, et la main posée sur le pommeau de son sabre. L'autre, écrivain allemand de la même génération, Ernst von Salomon, dont le roman Les Réprouvés permet de saisir l'émergence des corps francs dans une Allemagne défaite, fixe sobrement l'objectif, ses gants beurre frais à la main. Si l'on cherche évidemment sur un plan européen l'incarnation de toutes les facettes du poète armé, pour reprendre l'appellation de Maurizio Serra, on la trouve en Italie chez Gabriele D'Annunzio.
Il est tantôt chef de guerre dandy, bombant le torse dans un uniforme strictement sanglé, sabre au ceinturon, mais nœud papillon au col. Tantôt passager de biplan, l'épisode du survol de Fiume est entré comme un moment fondateur de l'épopée préfasciste, tantôt tenant le trépied d'une mitrailleuse dont l'autre servant n'est autre que Benito Mussolini. Un écrivain français, à nouveau, assure la transition entre les deux guerres mondiales, et c'est Pierre Drieux-La Rochelle. Durant la Grande Guerre, Drieux est un authentique poète armé qui monte au feu en août 1914, qui se battra pendant près de 4 ans et sera plusieurs fois blessé. L'expérience vécue par Drieux n'est pas seulement militaire, elle s'inscrit aussi dans un rapport plus intime avec la mort et le suicide. L'obsession du geste fatal dessine en effet un arc qui couvre toute l'existence de Drieux depuis sa plus petite enfance. À 5 ans, il approche un couteau de son cœur, comme il le raconte dans État civil en 1921. Le 20 août 1914, à quelques jours de la charge à Charleroi, il est surpris par un de ses camarades dans une grange avec le canon de son fusil dans la bouche. En 1931, il met en scène le suicide de son personnage du feu follet, Alain, qui, comme son modèle le poète Jacques Rigaud, finit par se tirer une balle dans le cœur. La dernière phrase du roman est sans appel, « Aller à la rencontre de l'objet ». Drieux évitera cette ultime confrontation au réel au moment de mettre fin à ses jours, le 15 mars 1945, après avoir absorbé des médicaments et ouvert le gaz. Un suicide plus évanescent qui s'apparente davantage à une plongée dans le grand sommeil et le néant plutôt qu'à une montée au combat. Drieux fait partie, à son grand dam, des écrivains qui auront vécu dans leur chair la grande conflagration de 14 et seront là pour voir en 1940 le retour d'une guerre à laquelle ils n'ont plus l'âge ou l'énergie physique de prendre part. Par leur brièveté, c'est vrai que les engagements soldatesques de 1940 nous offrent peu de portraits d'écrivains en armes durant la campagne de France, par exemple, voire aussi de ceux qui s'engagèrent ensuite dans les forces de la France libre. Le cas le plus fameux reste sans doute celui de l'ami de Drieux, André Malraux. On sait que l'écrivain avait déjà mis en scène dans les années 1930 des personnages en armes dans le cadre des révolutions ou de conflits armés, la condition humaine, l'espoir pour la guerre d'Espagne. Il participera à la guerre d'Espagne du côté des brigades internationales. Durant la Seconde Guerre mondiale, il devient le colonel Berger dans la brigade indépendante Alsace-Lorraine et demeurera fidèle à De Gaulle par-delà le conflit. Pour saluer la mort de Malraux, dans un article du Monde en 1976, Jean d'Ormesson écrivait « Il a fait entrer la mitraillette dans la littérature française comme Proust le souvenir du temps passé ». De même pour Romain Gary, qui s'engagea dès 1940 dans le même camp et fut pilote dans l'escadrille lorraine de la force aérienne française libre, qui participera notamment à la bataille d'Angleterre aux côtés de la Royal Air Force. Décoré pour avoir mené de périlleuses missions, le voici à gauche avec, devant l'un des appareils de l'escadrille en tenue d'aviateur. Mais le portrait de Gary qui reste vraiment de cette époque et qui accroche notre regard, c'est celui de novembre 1945, qui le montre cravaté, galonné, cigare à la sénestre, dédicaçant des portraits de sa personne. L'écrivain, dont l'envergure se rehausse évidemment de son passé militaire, reprend pleinement ses droits sur le soldat. La question du rapport aux armes dépasse évidemment de très loin la sphère des écrivains soldats, appelés à s'engager militairement à un moment de l'histoire dans un conflit, à rejoindre un maquis, une milice. Le recours à l'arme peut avoir partie liée à la pratique d'une activité, la chasse, à une tradition liée à l'honneur, le duel, à des penchants suicidaires, à la commission d'une agression ou d'un acte homicide, à l'exaltation de l'autodéfense ou simplement à une culture de l'arme profondément ancrée chez l'écrivain. À cet égard, une personnalité singulière cumule plusieurs de ses attitudes par rapport à l'arme, qu'elle soit à feu ou blanche, gros calibre ou dague effilée. Il s'agit du Français Dominique Vénère, figure de la droite radicale, dont la vie pourrait se définir comme une relation passionnelle avec le monde des armes, que l'on rencontre dans son passé de soldat engagé dans le maintien de l'Algérie française et de militant activiste dans les rangs de l'OAS puis de Europe Action, un basculement dans la clandestinité qui lui vaudra d'ailleurs la prison. Un rapport à l'arme dans son encyclopédisme qu'il déploie à travers des dizaines de livres et des centaines d'articles consacrés à tous les types d'armes dont Vénère avait une connaissance aussi bien historique que technique. Et on voit ici au dos des livres la diversité de son approche, les armes dans la résistance, les armes de combat, les armes des services spéciaux, etc. Dans la pratique aussi assidue de la chasse,
considérée par le personnage comme une philosophie existentielle. Dominique Vénère était l'auteur d'un dictionnaire amoureux de la chasse dans la fameuse collection des dictionnaires amoureux. Enfin, dans le modus operandi spectaculaire de son suicide le 21 mai 2013, jour où, face à l'hôtel de Notre-Dame, en plein Paris, Dominique Vénère se tire une balle dans la bouche au moyen d'un revolver à un seul coup, indice de sa détermination. En France, la figure de Dominique Vénère tient lieu d'exception, voire de hapax, et les écrivains contemporains s'affichent avec peu d'armes. Avec des armes. Oui, pardon, il y avait une image ici de la mise en scène que des Femen avaient organisée en parodie à l'acte de Dominique Vénère. Excusez-moi, j'avais perdu de vue. Donc en France, moins d'affichage finalement de la part des contemporains avec des armes. Devant l'objectif du photographe Alvaro Canovas, qui est un authentique reporter de guerre, lui, et qui sait ce que signifie s'exposer au feu, l'écrivain très germano-pratin Frédéric Becbédé pose en nightclubber, lunettes noires et veste cintrée, un fusil à pompe dont on peut supposer qu'il est factice, posé sur l'épaule. Sur le cliché de Patrick Kovarik pour l'AFP, Gérard de Villiers, auteur de la série d'espionnage SAS, sourit débonnaire devant sa collection d'armes savamment disposées sur un mur blanc de son domicile parisien. On note le mélange entre fusil d'assaut à longue portée ou arme blanche. L'arme fait ici partie d'un décor en élégante tenue civile et l'écrivain, en élégante tenue civile, ne se hasarde ni à les toucher ni à les manipuler. Le contraste de ces portraits est saisissant face aux clichés montrant l'écrivain et polémiste Édouard Limonov, fondateur du Parti national bolchevique en Russie, qui n'hésitait pas à se faire immortaliser dans le feu de l'action au viseur d'une mitrailleuse durant le conflit yougoslave du côté serbe. En France, on trouve dès le XIXe siècle une fascination pour les armes chez le poète Charles Baudelaire, et ce, à 2 moments au moins de sa biographie. Le premier rapporté par ses biographes, et je vous épargne la lecture de toute la lettre, mais alors qu'il a 13 ans, dans un échange épistolaire avec son demi-frère, Baudelaire se plaint de ne pas disposer, lui, de ne pas avoir l'âge d'avoir un fusil, de posséder un fusil avec lequel il aimerait chasser. Puis, il y a surtout l'épisode où Baudelaire rejoint les insurgés le 24 février 1848. Son camarade Toubin le trouve au carrefour Bussy, en plein centre à nouveau de Paris, avec d'autres compagnons de combat, munis de fusils de chasse derrière une barricade qui le couvre jusqu'à la ceinture. Un autre témoin, Jules Buisson, rapporte avoir vu Baudelaire le soir, soit après les événements, arborant un beau fusil à 2 coups, luisant et vierge, et une superbe cartouchière de cuir jaune tout aussi immaculée, pillée chez un armurier. Baudelaire, très animé, se vante. « Je viens de faire le coup de fusil, pas pour la République, par exemple. » Et il aurait même proféré l'impératif d'aller fusiller le général Opic, qui n'est autre que son beau-père. Claude Pichois rappelle que Baudelaire caractérisera son exaltation dans Mon cœur mis à nu en ces termes: « Mon ivresse de 1848, de quelle nature était cette ivresse? Goût de la vengeance, plaisir naturel de la démolition, ce qui nous éloigne des engagements pour des grands idéaux. » Mais évidemment, en France, c'est Arthur Rimbaud qui marque clairement une césure, incompréhensible pour main critique entre la vie du poète et celle de l'aventurier, et notamment de marchand d'armes qu'il serait devenu, en rupture avec sa famille, son milieu, sa culture et surtout la littérature. Comment passe-t-on de l'écriture hallucinée du bateau ivre à la fréquentation de potentats et d'officiers coloniaux, comme le montre ce cliché pris à Aden dans la 2e vie de Rimbaud? L'ex-poète cumule la transgression puisqu'il troque d'une part la plume contre le fusil et d'autre part la poésie pour le mercantilisme. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas en 1871, durant la Commune, épisode insurrectionnel auquel il semble même douteux qu'il ait pris part, que Rimbaud aurait manipulé des armes pour la première fois. Mais bien lorsqu'il s'engage dans les troupes coloniales néerlandaises, c'est un épisode assez peu connu de sa vie, en 1876, et qu'il se retrouve encaserné sur l'île de Sumatra pendant 25 jours. Et là, il va recevoir sa première éducation militaire au maniement des armes notamment. Une lettre bien connue des Rimbaldiens atteste de l'intérêt que portait Rimbaud aux armes dans le cadre de certaines de ses affaires en Abyssinie. Le 22 janvier 1882, alors qu'il se trouve à Aden depuis 2 ans, il écrit à sa famille « Prière d'envoyer la lettre incluse à M. Devim, armurier à Paris ».
C'est une demande de renseignement au sujet d'une arme spéciale pour la chasse à l'éléphant. Je vous épargne la lecture de la lettre, mais cette lettre montre quand même la permanence chez Rimbaud dans des contextes très différents de son intérêt pour les armes. Cet intérêt pour les armes qui débouche sur le trafic serait-il l'aboutissement de l'encrapulement rimbaldien? Elle manifeste plutôt son enfièvrement capitaliste. Peu après son arrivée à Harare en 1880 et pendant 4 ans, Rimbaud travaille pour le compte d'une société commerciale, la société Bardet, qui s'occupe principalement de café et de peau. Suite à une faillite, Rimbaud se voit remercié et il attendra 1 an dans la précarité avant de réintégrer cette société. À la fin de l'année 1885, Rimbaud se lance en parallèle dans une affaire qu'il croit juteuse, alors qu'elle va s'avérer désastreuse sur le plan financier. Il se laisse en effet convaincre par un certain Pierre Labattu de livrer une importante commande d'armes et de munitions au roi Ménélique, qui régnait sur l'Abyssinie du Sud et ambitionnait de renverser le suzerain Johannes, installé par les Anglais. Non seulement l'acheminement des armes vers Ménélique sera des plus mouvementés et pénibles, mais en outre les associés de Rimbaud, dont Labattu lui-même, vont mourir de maladies exotiques. Si bien que Rambaud, ça ne s'invente pas, mais on l'avait rebaptisé comme ça parce qu'on n'arrivait pas à bien prononcer son nom, Rambaud reste seul sur l'affaire. Arrivé face au monarque à l'ego surdimensionné, Rimbaud négocie assez mal et voit la fortune qu'il pensait tirer de sa transaction fondre au fil de dettes, rabais et autres prébendes qui lui sont exigées. Davantage qu'un trafiquant d'armes, l'étiquette est très romantique et biaisée, puisque ce négoce n'était à l'époque pas prohibé en mer Rouge. Rimbaud est un piètre commerçant qui ne se hasarde à vendre des fusils que par esprit de lucre. Rien d'une vocation, d'une passion, mais l'opportunisme à saisir les occasions qui se présentent, client chasseur ou animé d'intentions belliqueuses pour en tirer profit. Si on cherche à établir un rapport entre violence et poésie, c'est dans la France de la fin du siècle plutôt qu'en Éthiopie qu'il vaut mieux le chercher. Entre 1892 et 1894, une vague d'attentats anarchistes secoue Paris. Ils sont perprétés par des ennemis de l'ordre tels que Ravachol ou Auguste Vaillant, qui lancent une bombe en pleine séance parlementaire au Palais Bourbon en décembre 1893. Le pamphlétaire Laurent Taillade cautionnera le geste par cette célèbre phrase « Qu'importe de vagues humanités, pourvu que le geste soit beau ». Laurent Taillade aura beau perdre l'usage d'un œil suite lui-même à un attentat, il n'en conservera pas pour le moins farouchement ses convictions anarchistes. Le très formaliste Stéphane Mallarmé exprimera également des avis qui à l'époque seront jugés comme ambigus, par exemple quand il défendra Félix Fénéon, l'auteur des Nouvelles en 3 lignes, qui est compromis lui aussi dans les milieux anarchistes. Il n'y avait pas pour Fénéon de meilleur détonateur, dit-il, que ces articles, et je ne pense pas qu'on puisse servir d'arme plus efficace que la littérature. Au rang des écrivains qui mêlent militance et banditisme et qui voulurent acquérir en outre une stature d'écrivain, on rencontre dans les années 70 les noms de Pierre Goldman et de Jacques Messrine. Le premier, accusé d'un double meurtre sur la personne de 2 pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir en décembre 1969, sera au cœur d'un débat littéraire au moment de la parution de ces 2 romans à forte inspiration autobiographique. Souvenir obscur d'un juif polonais né en France et surtout L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport. Ces 2 textes ont été écrits en prison, mais le second, que vous voyez ici, publié en 1977, quelques mois seulement après la libération de Pierre Goldman, suscite l'émoi. Il met en scène un tueur en série et le rapprochement entre la créature et son auteur crée le malaise auprès du public. Goldman sera une figure de la presse d'ultra-gauche, collaborera au Temps moderne et à Libération avant d'être assassiné en septembre 1979 dans des circonstances qui aujourd'hui posent question. La même année que l'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport, le 3 mars 1977 exactement, sort un autre titre retentissant, L'instinct de mort, récit autobiographique du truand Jacques Messrine, où il déclare avoir tué 39 personnes. Un aveu qui a tout d'une fanfaronnade, même si le palmarès de coups de l'ennemi public numéro 1 est déjà impressionnant. 2 mois plus tard, il est condamné à 20 ans de prison et incarné dans le quartier de haute sécurité de la Santé. Son combat militant pour la fermeture de ces zones de non-droit envers les prisonniers commence. S'il n'existe pas, à ma connaissance du moins, de photos publiées de Pierre Goldman avec une arme à feu, Messrine lui prend plaisir à s'afficher bardé de grenades et muni d'un fusil mitrailleur en une de Paris Match en mai 1978, soit au moment de sa cavale suite à son évasion de la Santé.
Provocation, bravade, jeu cynique du chat et de la souris, aussi de la part de cet ancien engagé dans le conflit avec l'Algérie, et qui écrira dans son autobiographie « On a armé ma main au son de la Marseillaise et cette main a pris goût à l'arme ». Il faut reconnaître à Mesrine une propension à l'humour noir, un certain panache aussi, matiné en permanence de crapulerie. On voit ici qu'il a glissé sa tête comme s'il avait déjà été décapité dans une caisse en carton. Beaucoup plus que Pierre Goldman, Mesrine aura tenu à s'inscrire dans la tradition romantique du criminel écrivain, quand ce n'est poète, un poète en action évidemment. À ce titre, il se situe dans le lointain sillage du poète assassin Lacenaire, véritable vedette du crime au XIXe siècle, qui lui aussi laissera des mémoires moins bien traités que ceux de Mesrine sur le plan éditorial. La radicalisation à la fin du XIXe siècle du rapport poésie-violence, dont je brossais les traits, se ressentira jusqu'aux avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. On en trouve évidemment des manifestations visuelles et sonores dans le mouvement qu'on appelle futurisme. 30 secondes de Marinetti, poème de guerre, poème sonore, Zang Tum Tum. Spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppitalli pugni, batteria tirolata, violenza, ferocia, regolarità. Questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. 3 battaglioni bulgari in marcia. Su mi marissa, o carvaveda, 200 tanti in arrivo, 149 in partenza, La violence, la radicalisation de la violence s'articule aussi avec une notion mise en avant dans la littérature, le hasard. Rappelons-nous que c'est en 1914, date qui signe la fin de la Belle Époque et d'un monde, que paraissent les Caves du Vatican d'André Gide. Le personnage de Lafcadio y commet une nouvelle forme de crime, le crime immotivé, dit-il, en poussant un parfait inconnu par la portière d'un train en marche, simplement parce que l'opportunité s'en présente. Il n'utilise pas d'autre arme que ses mains et ne cible qu'un seul individu. Comment ne pas tendre naturellement un fil entre cette scène bouleversante et l'appel d'André Breton, le surréaliste, dans le second manifeste du surréalisme? L'acte surréaliste le plus simple consiste, dit-il, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. À nouveau, c'est la simplicité de l'acte qui est mise en avant, puis le hasard, enfin le jusqu'au boutisme. L'injonction vise la foule et préfigure le mass murder à l'américaine. Il est notoire que dans le sillage des provocations dadaïstes, les surréalistes parisiens n'hésitaient pas à mener des chahuts ni à provoquer des rixes à l'occasion des conférences, de spectacles, de pièces de théâtre ou d'hommages publics. Il ne semble pas avoir été conservé d'archives photographiques ou cinématographiques de ces moments. Par contre, l'iconographie et plus globalement la poétique surréaliste reste traversée par le motif de l'arme ou encore de la cible. Toute l'offensivité revendiquée par le mouvement surréaliste dans ses rapports avec la société semble résumée dans le photomontage en diptyque du Belge Meysens, comme ils l'entendent, comme nous l'entendons, en 1925, à travers l'image d'un poing américain, arme blanche davantage associée à la pègre qu'aux belles lettres. La dimension révolutionnaire du recours à l'arme sera aussi mise en scène par les situationnistes dans les années 1960. Une performance situ dont j'ai assez de mal à identifier la datation exacte, mais qui doit être d'assez peu postérieure à l'attentat du Petit Clamart en 1966, invite des kidams à tirer sur une cible à l'effigie de Charles de Gaulle. L'un des plus importants théoriciens du situationnisme, Guy Debord, est ici absorbé dans la contemplation du Kriegspiel, du jeu de guerre, dont il dépose le brevet à la fin des années 1970. Il se donnera la mort en se tirant une balle dans le cœur le 30 novembre 1994. Enfin, dans une dimension plus ludique, une pratique dans la lignée de l'usage poétique du photomaton propre aux surréalistes. Le tir photographique à la fête foraine qui déclenchait un portrait offert à la fin de la séance. Il est amusant de noter que le seul cliché que j'ai pu trouver de Simenon tenant une arme, et en l'occurrence ici une carabine, est pris dans le même contexte. On le surprend dans une fête foraine milanaise au milieu des années 1950. Remarquons ici l'insistance sur la dimension populaire du loisir, peu perceptible dans les clichés précédents. Quand il s'affuble en cow-boy, le père de Maigret, par contre, n'est jamais armé que de sa pipe. Simenon me permet une transition d'un océan à l'autre.
en matière d'usage des armes, les pratiques diffèrent évidemment suivant le cadre légal en vigueur et la culture des armes qui s'installe dans une civilisation donnée. Maurice Dantec prophétisait sarcastique « Les Français n'ont pas le droit de porter des armes à feu, cela ne les empêchera pas de s'entretuer le jour venu ». Il est notoire qu'aux États-Unis, le deuxième amendement de la Constitution garantit le droit, donc la possibilité pour tous de posséder une arme. Et l'on sait les débats de société que cela suscite. Cette situation a pour corollaire que pendant très longtemps, en tout cas, aux États-Unis, les armes à feu ont irrigué la culture populaire, en littérature comme au cinéma ou en bande dessinée, avec les mythiques figures positives ou négatives du cow-boy, du soldat, du rebelle, l'outlaw, du gangster, etc. Elle génère dès lors un ethos différent, marqué chez certains écrivains par une décomplexion dans l'affichage de soi avec une arme à feu. Le journaliste Downbone, journaliste au Wall Street Journal et écrivain, avait initié peu avant sa mort une réflexion très empathique sur les gun guys américains. Ce sont les magasins où on peut se fournir des armes assez facilement. Mackie Spillane, l'auteur de polar et créateur du personnage Mike Hammer, posait volontiers avec un flingue. La tradition de poser armé chez les écrivains états-uniens a de lointaines origines. Je passe rapidement sur Stephen Crane, ici représenté alors qu'il n'a pas vécu la guerre de sécession en soldat de la guerre de sécession. Mark Twain, qui pose ici avec un Colt hammerless en main, alors qu'il vient d'être cambriolé, et donc a posteriori il pose en fanatique de l'autodéfense. Jack London, en attente de gibier, cliché à comparer avec celui de Maupassant, pris quelques décennies plus tôt, mais on voit vraiment que la situation est très différente. Jack London dans un contexte naturel, Maupassant posant dans l'atelier du photographe avec son chien en laisse et dans une pose assez rigide. Et j'en viens aux deux principaux tenants, évidemment, de l'utilisation des armes aux États-Unis, les deux figures principales que sont Ernest Hemingway et William Burroughs. Pour Ernest Hemingway, évidemment, la présence d'Ernest Hemingway sur le front républicain durant la guerre civile espagnole marque un glissement très très rapide entre le journaliste debout et l'apprenti soldat qui se couche dans la tranchée pour apprendre le maniement du fusil. Nous sommes là 7 ans après l'Adieu aux armes qui sort en 1929 et dont l'action se situe durant la Première Guerre mondiale. Hemingway y avait servi comme ambulancier, y a vu mourir sous ses yeux des camarades et avait lui-même été blessé 1 mois après être arrivé sur le théâtre des opérations en Italie. En Espagne, le reporter de guerre lâche son carnet de notes pour plonger dans l'action, comme pour rattraper le temps perdu. En juin et en décembre 1944, il a alors 45 ans. Sa réelle utilité en tant que chef d'un groupe de combattants résistants est remise en question et sa légendaire libération du bar du Ritz fait partie des scènes clownesques comment purent compter ces temps sombres. Sombre pour le bar, non. Le rapport de Hemingway avec les armes, déjà ancien puisqu'il aurait reçu en cadeau son premier fusil à l'âge de 10 ans, devient maladif et se mêle aux névroses personnelles de l'écrivain. Collection ou arsenal personnel, on trouve chez lui une paire de fusils de chasse dits superposés de la marque de fabrique Merkel, un Browning B25, un Beretta S3, des 577 Nitro, une carabine Griffin-Howe, comme on le voit ici pour le safari. Il existe, à mon avis, plus de photos montrant Hemingway avec une arme que sans. Chasseur au pied du Kilimandjaro, dans un contexte familier ou de façon plus inquiétante, en solitaire, torse nu, dans une salle de bain, préfiguration de son suicide en juillet 1961. En 1966, John Steinbeck a lui 64 ans et sa santé est déjà déclinante. Pourtant, il s'envole pour le Vietnam afin de suivre les opérations pour le compte du magazine Newsday. Ces dépêches constituent l'un des récits journalistiques les plus frappants du conflit saisi sur le vif, d'autant qu'une dimension personnelle s'ajoute à la présence du reporter entre le delta du Mekong et le Laos. Son fils sert lui aussi en tant que GI. La photo la plus courante que l'on rencontre est celle de Steinbeck dans un hélicoptère, mais il en circule de nombreux autres, où l'auteur des Raisins de la colère s'essaye à manipuler un M16. Là aussi, il est en civil. Les gestes de celui qui, 4 ans auparavant, recevait le prix Nobel de littérature sont immortalisés comme pour cautionner l'engagement auprès des troupes armées. Le rapporteur objectif, qui est censé être un reporter de guerre, devient ici pleinement observateur participant, au sens anthropologique du terme.
Il vise la compréhension de l'autre dans le partage d'une condition commune, selon l'expression d'Alain Touraine, au risque d'y perdre sa distance critique. Steinbeck est partie prenante du combat engagé et finit par le soutenir. La visite d'un écrivain aux armées aux États-Unis peut également être motivée par un souci de rendu réaliste dans les fictions. En novembre 2018, l'écrivaine et scénariste Wendy Calhoun, connue pour sa série à succès Empire, visite le commandement des forces armées spéciales, l'AFSOC, à Herbert Fields en Floride. Là, elle se voit inculquer des rudiments pour l'emploi d'un fusil FN-SCAR. Le but avoué de cette immersion est d'informer au mieux les professionnels de l'industrie du spectacle et du divertissement sur les forces spéciales afin qu'elles soient valorisées dans leur production future. Évidemment, l'écrivain états-unien le plus représenté avec une arme à la main est sans doute William Burroughs, que l'on situe dans le sillage de la Beat Generation et qui aurait inventé la technique formelle du cut-up. Grand consommateur de substances hallucinogènes, le personnage est au cœur d'un dramatique fait divers. Le 6 septembre 1951, en voyage à Mexico, Burroughs, ivre, tue sa femme d'une balle en pleine tête alors qu'il essayait de reproduire l'exploit de Guillaume Tell, qui fendit d'une flèche la pomme posée sur la tête de son fils. Inculpé pour homicide involontaire, Burroughs est arrêté puis relâché après un bref passage par la case prison. Burroughs demeurera marqué à vie par cet homicide involontaire, même s'il prend soin de le gommer de sa biographie. Est-ce pour l'exorciser ou par pure provocation qu'il utilise si souvent une arme à feu pour peindre en criblant ses propres œuvres d'impact ou le visage d'un autre William Shakespeare ou encore en tirant sur des t-shirts à son effigie comme si c'était des cibles? Quelques secondes. William Burroughs s'éloigne de William Shakespeare comme s'il était en duel et il le crible de balles. Il a oublié le cran de sûreté. Scène assez surréaliste, évidemment, de la part d'un écrivain. Et puis, il va évidemment se rendre compte du résultat, comme le ferait n'importe quel tireur professionnel sur la cible. Il y a aussi une autre vidéo qui circule où on voit Burroughs tirer sur des t-shirts avec sa propre effigie. C'est aussi assez étonnant à regarder. En 2018, Stephen King, qui reconnaît en posséder, publie un essai sur la législation des armes. Il y déclare « Les armes semi-automatiques n'ont que deux utilités. L'une est de permettre à leurs propriétaires de s'entraîner occasionnellement sur un champ de tir et de crier « Yeha !» tout en s'excitant sur la vitesse de tir et la fumée bouillante du canon. L'autre, et leur seule autre utilité, est de tuer des gens. On attendait sur ce terrain l'auteur de Rage, premier roman qu'il a publié sous le pseudonyme de Richard Bachman en 1977. Stephen King demande que ce titre ne soit plus réimprimé après qu'un exemplaire en aura été retrouvé dans le casier d'un lycéen coupable d'avoir tué 3 de ses camarades de classe. Comment conclure un tel tour d'horizon si lacunaire, autrement qu'en l'ouvrant sur sa perspective la plus globale et en évoquant les armes de destruction massive et absolue? Comme tout tabou, l'arme peut exercer aussi bien chez ceux qui l'utilisent que chez ceux qui y sont exposés une forme de fascination, et ce, par sa forme, son apparence, ses lignes, ses courbes, sa matière, sa dynamique, mais aussi sa portée et ses effets. La situation du bombardement est au cœur de cette dualité. Dans Le Temps retrouvé, qui paraît à titre posthume en 1927, Marcel Proust décrivait le bombardement de Paris du 30 janvier 1918. Ce soir-là, 265 bombes sont déversées sur Paris et tuent 65 civils. D'après le témoignage de Céleste Albaré, Proust refuse de se réfugier à la cave et désire se promener dans les rues de la capitale. Sous prétexte que le spectacle est trop beau, dit-il. Des aéroplanes montaient encore comme des fusées pour rejoindre les étoiles et des projecteurs promenaient lentement dans le ciel sectionné comme une pâle poussière d'astres, d'errantes voies lactées. Cependant, les aéroplanes venaient s'insérer au milieu des constellations et on aurait pu se croire dans un autre hémisphère, en effet, en voyant ces étoiles nouvelles. La page qu'il faudrait lire intégralement tant elle est superbe ne résonne pas comme une scène de guerre. Pourtant, la beauté est ici porteuse de destruction. 20 ans plus tard, un autre romancier majeur que l'on oppose souvent à Proust intègre le bombardement dans les effets symphoniques de sa création.
Ainsi, dans Féerie pour une autre fois, sous-titré Normance, Céline évoque avec le lyrisme abracadabrantesque qu'on lui connaît les bombardements des usines Renault, une féerie de lumière et de feu visible depuis son appartement de la butte Montmartre. Les pilonnages des villes allemandes ont donné lieu aussi à toute une littérature entre journalisme et récits littéraires, comme on en trouve sous la plume du suédois Stig Dagerman avec Automne allemand en 1946, ou 10 ans plus tard dans Sous les bombes de Gert Ledig. Ledig fut avant tout un soldat et sa volonté n'était pas de faire du roman historique. Son texte choral, qui se déroule en 1h09 précisément, laisse la voix à une kyrielle de personnages, enfants, médecins, pilotes, prêtres, contextes, qui prennent part à l'événement en tant qu'acteurs, spectateurs ou victimes. L'écriture clinique qui caractérise le style de Ledig amplifie la puissance de ses pages et l'onde de choc qu'elles transmettent. Pardon. Il est étonnant de relever qu'au Japon, la voix des irradiés ne s'est pas fait entendre très tôt après le désastre atomique. Un silence qui s'explique en partie par le contrôle de l'information mis en place par les autorités américaines, mais même après le recouvrement de la souveraineté du Japon en 1952, rares seront les témoins qui écrivent et parlent du sujet. Un événement va pourtant raviver les angoisses et les prises de position horrifiées à l'encontre du feu atomique, avec l'essai de bombage réalisé dans l'atoll des Bikini le 1er mars 1954 lors de l'opération Castle Bravo. La bombe de 15 mégatonnes était 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima et elle provoqua une immense contamination radiologique. Un tonnier dont l'équipage fut exterminé par les radiations devint le symbole de cette tragédie. Pourquoi revenir sur cette anecdote? Parce qu'à l'époque, l'écrivaine Yoko Ota, survivante de la bombe d'Hiroshima, osa ces mots dans la nouvelle Han Haro, Demi-vagabond. Après l'essai thermonucléaire, ce que l'on appelait les cendres de la mort retombèrent sur Tokyo. Bien fait, j'ai pensé. Couvert de cendres de la mort, crevez donc, voire dans l'effroi. Peut-être les frissons de votre cœur vous feront-ils comprendre à quel point l'angoisse du présent est à l'intérieur de l'âme humaine. Avant-guerre, Yoko Ota était déjà célèbre pour des romans bellicistes où elle cautionnait l'invasion militaire japonaise en Chine. Le monde littéraire ne lui pardonnera pas cette phrase, ce bienfait, et elle entrera au purgatoire jusqu'à sa mort, causée par les séquelles de ses blessures, causées par la bombe atomique en 1963. La mémoire d'Hiroshima a bien entendu suscité une littérature du désastre et du retour à la paix. Mais le directeur du musée de la bombe atomique de Nagasaki, Seira Yushi, en personne, explique le sentiment de colère éprouvé par les rescapés, mis au banc de la société, si peu écoutés qu'ils en viennent par révolte ou dégoût à retourner la bombe contre l'humanité. Il rappelle le cas de la poétesse Shinoe Shoda, née en 1910, on la voit ici à droite sur le diapo, elle aussi survivante d'Hiroshima. En 1962, elle intitule un de ses textes « Qu'ils meurent tous ». Cette phrase était la réponse que lui avait faite une femme qui avait perdu sa fille unique et son mari pendant la guerre, et à qui elle avait demandé d'écrire quelque chose pour protester contre la guerre. Quoi qu'on écrive, tout est futile, emporté dans le grand courant, laissez-les faire à leur guise, dans une grande explosion, tous les humains du monde, qu'ils deviennent des graillons noircis et qu'ils meurent tous, dit-elle. Fixant un point de ses yeux vides, du fond de ses yeux sans fin, les larmes coulaient. Moi, incapable de rien dire, en silence, je pleurais. Je termine mon intervention sur les armes avec ces larmes et ce panorama par un aveu d'impuissance à conclure. Que retirer en effet de cette multiplicité d'usages, de cas, de rapports? L'arme conserve sa part de mystère et son pouvoir de fascination. Sous verre, déposée, inutilisée, stockée, silencieuse, cachée, elle est toujours en puissance. Tournée vers un amant, un ennemi, une cible, une menace réelle ou supposée, un pays tout entier ou soi-même, elle n'est rien sans le geste décisif qui va redéfinir la destinée de qui la manipule et de qui la subit. Ce n'est pas elle qui condamne ou épargne, mais elle contribue à abolir comme à précipiter le hasard, dans la fiction comme dans le réel. En cela, elle est un objet éminemment littéraire, et les écrivains semblent l'avoir mieux compris que quiconque.
Ils nous permettent dès lors d'appréhender l'arme dans ce que, au profit d'un jugement de sécurité, de dangerosité, de nocivité, de létalité, nous avons perdu de vue à son propos, sa portée tragique. Notre monde n'est-il pas en train de commettre l'erreur de l'oublier?